Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire des contes en forêt. Nous allons retrouver des personnages comme Merlin l'Enchanteur dans la forêt de Brocéliande et d'autres encore que nous allons découvrir ensemble. Donc c'est un livre de Claude Elft et Hélène Ustine. Que cachent donc les forêts? Des légendes, des chevaliers et des fées, des récits aussi anciens que les chênes les plus vieux. Ces contes invitent grands et petits à savourer la longue histoire des arbres et des hommes qui vivent sous leur ombre. Promenons-nous dans Brocéliande, Irati en Grande Chartreuse et dans la forêt d'Orient, avec pour guide les mots et les images de leurs plus belles histoires. Voilà un petit aperçu des belles images que nous allons trouver dans ce livre. Et on commence avec La Dame du Lac, un conte de la forêt de Brocéliande en Bretagne. Dans la forêt de Brocéliande, chaque fois qu'une fée s'avance, les chênes, dit-on, s'inclinent pour lui faire la révérence. Au temps des légendes, Viviane vivait au château de Compère. Par son père, un génie de la forêt, elle était fée, mais par sa mère, simple mortelle, elle n'était qu'une jeune fille d'une grande beauté, assez hardie pour aller rêver seule dans les bois et sur la lande, à toute heure du jour ou de la nuit. Elle se tenait assise près d'une source quand un voyageur à cheval l'aperçut. Il avait l'apparence d'un beau jeune homme, mais cette apparence il l'avait choisie. Il aurait pu se montrer sous la forme d'un roi ou d'un vieillard, ou même d'un dragon géant au regard rougeoyant, car ce jeune homme était le plus grand magicien des histoires de magiciens. C'était l'enchanteur Merlin. Il revenait au pays de sa naissance, et déjà, il savait ce qui allait s'accomplir. Il connaissait son destin. Merlin adressa la parole à la jeune fille. Pour lui plaire, il esquissa sur la poussière rouge du sol avec une brindille un château très extraordinaire. À peine dessiné, le palais se dressa et s'anima. Des gens richement habillés y riaient et dansaient au son d'une musique suave. Viviane pressa Merlin de lui apprendre la magie dont il s'était servi. Il ne répondit pas, mais à sa prière, il n'effaça pas tout à fait le château. Il laissa exister le jardin des arbres fruitiers. Viviane pouvait y entrer à son gré. Il promit de revenir et encouragea la belle en l'attendant à chercher elle-même les secrets de la magie. À sa deuxième visite, satisfait de son élève, ému par sa beauté, il l'éblouit encore. Cette fois, il fit pour elle un château véritable où tout était blanc, des murs aux meubles, des habits de ses gens à la vaisselle d'argent. Le palais était solide, mais seuls Viviane et Merlin pouvaient le voir, car le magicien avait créé un lac qui cachait le château à tous les autres. Ce lac était une illusion, mais la magie de Merlin était si puissante que le mirage devenait vrai si un passant s'en approchait. Si un homme se penche au-dessus de l'eau, expliqua l'enchanteur à la fée, il croira voir des poissons nager. S'il y met la main, elle sera mouillée. Et si l'un de vos serviteurs sort du palais et révèle à un étranger que le lac est en réalité un château, il ne pourra pas y retourner. En y revenant, il n'entrera que dans de l'eau et s'y noiera en punition. Merlin ne restait chaque fois que peu de temps dans Brocéliande. Il avait trop à faire ailleurs, et
ses voisins, Ban de Benouic ou Ban de Benouic. Sa femme, Hélène, portait dans ses bras leur tout petit enfant. Chassé de sa terre par un traître ennemi, le roi Ban cherchait à fuir, mais arrivé là, terrassé par l'émotion, il chancela. La reine, éperdue, posa leur fils sur le rivage pour porter secours au roi. C'est alors que Viviane se saisit du bébé. L'enfant lui sourit. Elle le serra contre elle et se mit à courir. La reine, désespérée, la supplia de revenir. La fée ne l'entendit pas, elle disparut dans son château invisible. La pauvre mère ne voyait devant elle qu'un lac infranchissable. Le roi Ban était mort. Hélène demeura inconsolable et peu après se retira dans un couvent. Viviane ne savait pas qu'elle avait obéi au destin, celui de mettre en sécurité le bébé dans son palais. Là, en secret, elle éleva l'enfant. Elle l'appelait en le câlinant. Bel enfant trouvé. Il apprit tout ce qu'il fallait pour devenir un chevalier parfait. Pour qu'il ait des compagnons de jeu, Viviane fit par ruse et par magie délivrer ses cousins, Lionel et Bohor, prisonniers du roi Félon qui s'était emparé des terres du roi Ban. Quand Lionel et Bohor arrivèrent chez la fée, pour eux le lac s'effaça et le château apparut. Les enfants y vécurent joyeusement avec la dame du lac et leur maître préféré qui les avait rejoints. Mais au garçon qu'elle avait enlevé, Viviane ne révéla pas le nom de son père. Pour tous, il s'appela Lancelot du lac, l'enfant du lac. Chaque matin, à son chevet, il trouvait des roses qu'il partageait avec ses cousins et portait souvent comme une couronne. Quand Lancelot eut 15 ans, la fée l'équipa de blanc, armes et vêtements, et l'accompagna à la cour du roi Arthur, suzerain de tous les rois de la région. Il était temps pour lui d'être armé, chevalier, et de partir seul à l'aventure. Viviane revint en Brocéliande. Peu après, Lionel et Bohort furent faits chevaliers à leur tour. La fée resta seule dans le château du lac, redevenu silencieux. Elle attendait Merlin, bien décidée à devenir aussi puissante que lui. Elle devait pour cela lui faire dire le plus ensorcelant de ses sortilèges, celui qui enferme à jamais un homme dans une prison d'air, sans mur, sans corde et sans fer. A-t-elle su le faire? La réponse est en forêt de Brocéliande. La promenade enchantée, un conte de la forêt de la Grande Chartreuse, dans les Alpes. Il y a presque 1000 ans, dans une montagne appelée Grande Chartreuse, des hommes qui cherchaient la solitude s'installèrent au plus profond de la forêt. Ils bâtirent un monastère et restèrent si longtemps les seuls à habiter là, à part les animaux des bois, que la région leur donna son nom. Ils devinrent les Chartreux. Ils ne sortaient de leur monastère qu'une fois par semaine, le dimanche, pour faire ensemble une promenade. Ce jour-là, le plus jeune des frères avait demandé de rester un peu plus longtemps que les autres parmi les arbres qu'il aimait. C'est son cœur qui parlait. On lui accorda la permission. Sur le chemin qui montait vers les sommets, les sapins de haute futaie poussaient droit comme des i. Ils ombrageaient les épicéas à l'écorce rouge, à peine moins haut qu'eux. Le soleil se faufilait entre leurs branches. Au sol, dans les taches de lumière, les arbustes nés des grands arbres pointaient leurs petites têtes vert sombre ou vert tendre. La pluie, cette nuit-là, avait gonflé les eaux de la forêt. Le torrent en contrebas résonnait entre les rochers. Des cascades nées sur les pentes inondaient le sentier où elles
qu'ils avaient creusé leur chemin. Le jeune moine marchait dans l'eau fraîche. Il se sentait le frère de cette eau joyeuse, de ce torrent, des truites qui devaient bondir d'aise dans le courant. Parmi les arbres, il remarqua un nymphe de la même taille que lui. Il posa amicalement sa main sur son tronc. Il resta ainsi immobile, comme on se tient près d'un ami pour savourer sa compagnie. Il respirait la bonne et forte odeur des aiguilles du sapin voisin. Une mésange ne tarda pas à venir voir qui s'aventurait par ici. Un écureuil, plus vif encore, remonta à toute allure sur le tronc couvert de lichen. Il n'est pas rare, dans ces bois, d'entendre craquer les branches. Là, des sangliers fouinent, des chevreuils broutent, des lynx, des loups se glissent. Le moine ne craignait aucun de ces animaux, il les attendait même. Il leva la tête vers la croix que les Chartreux ont installée au sommet du grand somme. Lorsque la foudre la touche, les moines refont l'ascension pour la redresser. En ce moment, un aigle planait au-dessus d'elle. De si haut, il surveillait les tétras, oiseaux craintifs, amateurs de cachettes inaccessibles. Le jeune frère reprit sa marche. Son cœur, rempli de paix, s'imprégnait de la force des arbres. Il revint sur ses pas, remarquant çà et là une herbe qui soigne, une autre qui parfume. La tête légère, il s'acheminait vers le porche du monastère. Le frère portier le regarda avec surprise. Le jeune moine, plein des pensées de la forêt, ne le remarqua pas. Au milieu de ces carrés, le frère jardinier se redressa. Le jeune moine le vit, mais ne le reconnut pas. Un nouveau frère était-il arrivé? Dans la cour qu'il traversa, deux frères s'arrêtèrent pour le dévisager. Le jeune moine s'étonna. Le frère cuisinier, qui portait une corbeille de pain, faillit la laisser tomber. De tous ces visages, aucun n'était familier au jeune moine. Pourtant, chacun de ces hommes portait comme lui l'habit des Chartreux. Les murs, les bâtiments étaient bien ceux du monastère. Le jeune moine sentit un frôlement. Un chat se frottait contre sa jambe. Il respira. Il connaissait cette fourrure grise veloutée. Mais quand le chat leva ses yeux d'or vers lui, le jeune moine se troubla. Aucun des chats qu'il voyait tous les jours n'avait ces yeux-là. L'inquiétude le gagna. Il regarda vers la montagne. Les sapins, les épicéas, les hêtres étaient toujours là. Il voulut se rendre auprès du Père supérieur. Chacun le laissa passer sans rien dire. Le bâton qu'il avait ramassé dans la forêt pour le plus âgé de ses frères l'embarrassait. Il ne savait plus à qui le donner. Le Père supérieur, alerté, sortit de sa maison. Lui aussi était un inconnu pour le jeune frère. Avec douceur, on lui fit raconter d'où il venait, qui il était. Alors on se souvint. Une vieille chronique racontait qu'autrefois, un jeune moine était parti en forêt. Le soleil s'était levé et couché bien des fois. Bien des sapins, des hêtres et des tilleuls avaient grandi et s'étaient couchés de vieillesse. Bien d'autres avaient été abattus pour faire les charpentes des navires ou les toits des bergeries. Nul n'avait revu le jeune moine avant aujourd'hui. Il avait traversé comme un souffle l'enchantement de la forêt, car la chronique disait qu'il était parti exactement 300 ans auparavant. Il a traversé les temps, ce jeune moine. Le géant Tartaro, un conte de la forêt d'Irati, au Pays basque.
berger Martin. Les pourceaux du troupeau me coûtent trop cher à nourrir. Si tu veux garder ton travail, monte-les dans la forêt. Ils mangeront les faines des hêtres, cela ne me coûtera rien, et si tu en perds un seul, rien qu'un, tu n'auras, toi, ni soupe, ni pain, jusqu'à la Saint-Glinglin. Aller dans la forêt plaisait à Martin, mais tout le monde sait dans le pays d'Irati que c'est là le domaine du Tartaro, un géant pas vraiment accueillant, amateur de chair fraîche. Avec ses 3 mètres de haut, son œil unique, sa tignasse s'emmêlée de poils de lapin et de plumes d'oiseaux. Il n'est pas très engageant, le Tartaro, et s'il ne vous fait pas déjà peur, attendez qu'il se mette à rugir. Un seul de ses grognements et c'est la débandade dans les taillis. Isards, biches, vautours, pis, on s'envole, on s'enfuit. Pour ne pas se faire dévorer par le géant, Martin a un plan. Le Tartaro est fort, c'est certain, mais il est vaniteux et pas tellement malin. Martin, lui, réfléchit. Le berger siffle son oiseau favori. Une demoiselle jette à la petite tête mouchetée, met dans son sac un fromage et une corde et va bravement dans la forêt, tous ses cochons avec lui. De plus loin qu'il voit le géant qui fait paître lui aussi ses pourceaux, il s'écrie « Es-tu bien le plus fort, Tartaro, comme on le dit ?» Le Tartaro n'a pas l'habitude qu'on s'adresse à lui. D'ordinaire, on s'écarte, plutôt au galop qu'au pas ou au trot. Il est tellement surpris que son œil s'arrondit. « Je te propose de voir qui est le plus fort, de toi ou de moi, » lui dit Martin en levant la tête pour le regarder bien dans l'œil. Chacun lance une pierre. Celui qui l'a lancé le plus haut a gagné. Le Tartaro a compris. Il sourit, enfin je crois. Quelque chose bouge sous sa barbe emberlificotée de brindilles. Elle est toute collante du jaune des œufs qu'il a dénichés, du jus des baies qu'il mange et même les alisiers et les sorbiers. Il prend sur le rocher une pierre plate, gris argenté. D'une main, il écarte un hêtre pour mieux viser le ciel et de l'autre, il envoie la pierre avec un soupir si tonitruant que bien des écureuils ont cru au début d'un ouragan. La pierre a dépassé la tête du hêtre et siffle en redescendant. Elle atterrit dans les ajoncs et rebondit dans les bruyères. « C'est bien, crie Martin, mais moins bien que ça. » Martin a mis son petit jet au creux de sa main. Il le lance à travers les branches. L'oiseau file comme une flèche, disparaît sous les feuilles et ne retombe pas. « Qu'en dis-tu, Tartaro ?» demande Martin. « Ma pierre a dépassé les nuages. Elle vole vers la lune. Elle ne reviendra pas de sitôt. » Le Tartaro grommelle. Il doit bien admettre que c'est vrai. On ne voit plus la pierre de Martin. « Et maintenant, celle-ci, continue le berger, peux-tu l'écraser ?» Écraser une pierre, le Tartaro n'y a jamais pensé. Mais allons-y, la pierre de la montagne d'Irati n'est pas spécialement tendre. Elle ne plie pas sous les doigts du géant, elle lui entamerait plutôt la peau. Le Tartaro est tout rouge à force d'essayer. En cachette, Martin a pris dans son sac le fromage. D'une seule main, il le réduit en bouillie. « Regarde, géant, ma pierre est en 1000 miettes. J'ai gagné cette fois aussi. » Le Tartaro est éberlué. Martin ne le laisse pas reprendre ses esprits. « Je parie que je peux arracher plus d'arbres que toi. » Ah non, cette fois le Tartaro est sûr de réussir. À main nue, il a saisi un sapin et le tire de la terre comme une carotte de son jardin. Il dégage un bouleau, puis un autre avant de s'attaquer à un large hêtre tétard qui pourrait bien avoir 150 ans. Martin a pris sa corde et commence à ceinturer toute une étendue d'arbres, du sentier jusqu'à la rivière en descendant, de la rivière jusqu'au sentier en montant. «
ce que je fais, dit-il au géant. J'entoure d'abord les arbres, puis je vais tous les arracher, d'un coup, d'un seul. Le Tartaro est si estomaqué qu'il s'assoit. Il secoue la tête, il renonce à continuer. Tu reconnais que j'ai gagné. Le Tartaro reconnaît, il admire même, il ne sait plus très bien où il en est. Martin a encore un tour dans son sac. Tartaro, où sont tes pourceaux? Voici les miens que j'ai menés là pour qu'ils mangent les veines sous les hêtres. En réalité, le troupeau de Martin s'est mélangé à celui du Tartaro. Ceux-là sont à moi, affirme Martin, car je les reconnais parfaitement. Tous les miens ont 2 oreilles et une queue. Ceux-là sont comme ça, donc ils m'appartiennent. Le Tartaro en convient. Les pourceaux devant lui ont bien tous 2 oreilles et une queue. Où sont les siens alors? Dans la forêt, lui explique Martin, tu sais bien qu'ici, à Irati, les bêtes se promènent. Va par là, tu les retrouveras. Martin redescend vers le village en chantant. Il est riche maintenant des pourceaux du géant, il pourra quitter son méchant maître. Le Tartaro, lui, est parti chercher ses cochons, il les cherche encore. À Irati, dans la forêt, tous les êtres vous le diront. Le mystère de la forêt, un récit de la forêt d'Orient en Champagne. Que se passait-il dans la forêt du comte de Champagne? Les geais poussaient dans tous les coins leurs cris d'alarme. Les chevreuils avaient fui. Les sangliers, qui dorment d'habitude dans la journée, s'agitaient dans les taillis. Des hommes à cheval étaient passés parmi les huttes des charbonniers. Ils avaient arrêté les bûcherons qui s'apprêtaient à couper un vieux chêne et saisi les fagots que des paysannes ramassaient. À tous, ils avaient ordonné de les suivre. Les gens de la forêt étaient maintenant rassemblés près des étangs. Les oies et les canards sauvages dérangés s'étaient envolés. Alors le chef des hommes à cheval a pris la parole. Il a dit que ce jour, devant témoins, le seigneur de Champagne avait fait don de sa forêt, en souvenir de son très noble et très vaillant parent, le très aimé Hugues de Payns, parti il y a bien longtemps à Jérusalem. Il offrait une partie de ses terres et de ses gens aux nouveaux chevaliers de Dieu, aux courageux et très pieux templiers. Tout le monde s'est regardé sans comprendre, mais l'homme sur son cheval a ajouté: les nouveaux maîtres vont clôturer la forêt. Nul ne pourra y pénétrer sans leur autorisation. Aucun seigneur n'y viendra chasser. Mais ne vous avisez pas d'y braconner, vous auriez le sort des bêtes que vous vouliez piéger. Aucune femme ne franchira les limites de cette propriété. Tous les autres, apprêtez-vous à devoir creuser de grands fossés. Chacun a senti qu'il n'y avait pas à discuter, même si personne ne savait qui étaient ces rudes templiers. Tout juste si l'on se souvenait du valeureux Hugues de Payns. Pourtant, autrefois, Hugues de Payns et 8 autres chevaliers, tous de la noblesse de ce pays, étaient connus pour leur piété. Ils partirent un jour en pèlerinage pour Jérusalem. Après des mois d'un voyage épuisant et bien des épreuves, ils s'y établirent et se donnèrent pour mission de guider et de protéger les autres pèlerins à leur arrivée dans la ville. Pour cela, ils se firent moines et s'installèrent sur l'emplacement de l'ancien temple de Salomon. Ils devinrent ainsi les chevaliers du temple ou templiers. On admira vite leur dévouement, leur vaillance. Leur réputation grandit à tel point que d'autres chevaliers venus de France ou d'Angleterre se joignirent à eux. Bientôt, ce ne sont plus des pèlerins qui arrivent à Jérusalem, mais des croisés, car le pape avait donné l'ordre à tous les chrétiens de partir en guerre
Sarrasins, accusés de barrer la route des pèlerins. Ce fut le temps des croisades. Les Templiers escortaient les rois, les seigneurs, les marchands tout au long de leur voyage pour assurer leur sécurité. On les appela les moines guerriers. Le pape leur donna un étendard et un habit, un manteau blanc marqué d'une croix rouge. Dans les écuries, on pouvait loger 2000 chevaux ou 1500 chameaux. En plus de Jérusalem, les Templiers installèrent leurs maisons en France, en Angleterre, au Portugal. On pouvait venir y demander leur assistance pour partir en Terre Sainte ou leur confier de l'argent comme à une banque. Dans toute l'Europe, des familles de croisés offrirent aux Templiers de grandes terres et des biens importants. Le comte de Champagne leur fit don de sa forêt. Elle prit leur nom et devint la forêt du Temple. Les moines qui s'y établirent firent bâtir de grandes fermes, appelées aussi loges. Dans les étangs bordés de digues, on éleva des poissons pour les repas de carême. Dans les ruisseaux, on trouva du minerai qui servit à faire des armes pour les croisades. Du sol, on employa l'argile pour faire les briques des hauts murs qui gardaient la propriété. Partout, les Templiers agrandissaient leur domaine. On commença à raconter qu'ils possédaient un immense trésor. Ils étaient, paraît-il, aussi riches et puissants que le roi de France. L'annonce de la fin des Templiers fut aussi soudaine que leur arrivée dans le pays. On sut un beau jour que leur grand maître avait été emprisonné et exécuté à Paris. Pourquoi? Le mystère plane encore sur leur histoire. Aujourd'hui, la forêt du Temple, au cœur de la forêt d'Orient, abrite son vrai trésor. Le joli sentier des salamandres que les forestiers ont aménagé. On découvre en le suivant des arbres remarquables. On y observe des fleurs en toute saison et les traces des animaux qui vivent là, car depuis bien longtemps, presque 700 ans, les chevauchés des chevaliers se sont tus et l'on se promène tranquillement dans ces bois champenois. Voilà, j'espère que cela vous a